Donc je vais vous parler de The Addiction d'Abel Ferrara, donc un film sorti en 1994 qui a été évoqué hier. Donc avec ce film, Abel Ferrara réalise un film de vampire féminin, on peut dire les choses comme ça, mais bon, ce serait un peu réducteur en fait hein, de le qualifier comme ça. Mais ce film, on va dire, synthétise une grande partie de ses préoccupations, hein, notamment autour de la question du déterminisme du mal, comme on va le voir, sous différentes formes, hein, renouant, comme le note Nicole Brenez, avec cette tradition romantique qui traite la création en passion négative. Donc on va en parler. Donc avant de commencer, bon moi j'enseigne le cinéma, hein, donc j'aime bien montrer des extraits de films. Donc je vais vous montrer le début de The Addiction. Je vais vous montrer un extrait quand même assez long, ça dure 4 minutes 30, mais au moins ça pose, voilà, ça pose des choses importantes. Alors, c'est pas ça que je voulais faire. Comment je peux virer ça? Voilà. It began in the early morning. The American soldiers were under orders to search and destroy enemy positions. They came upon the village at dawn. What they did in that place later shocked the world. The administration, sensitive to world opinion, brought to trial the men responsible and found them guilty. Justice, though blind, was served. The conscience of an outraged society was temporarily satisfied. The whole country, they were all guilty. How can you single out one man? You can't jail the whole country. You need an scapegoat. He was the unlucky one who got caught. I don't think we could anything into it. I mean, how did he get over it and put the gun in his hand? They say he was guilty of killing women and babies. How many bombs were dropped that did the exact same thing? How many homes were destroyed? Who's in jail for that? You want me to say the system's not perfect, you know? People just wanted to show their disgust at what was happening. Justifiably so. I mean, I know I'm not saying it wasn't justifiable. I'm just saying that if you're going to prosecute war crimes, you better make sure that more than one man takes the blame for everything. That's ridiculous. So what are you going to do? Where are you going? Okay, I'm going to go this way. All right. See you. Last night,
Bon, donc voilà pour le début de The Addiction. Bon, comme ça vous êtes tout de suite dans l'ambiance du film. Alors, au début du film, donc le personnage principal qui s'appelle Kathleen, donc qui est joué par Lily Taylor, donc qui est une étudiante en philosophie qui travaille sur les camps de la mort et sur, on le voit au début, le massacre de My Lai, notamment perpétré donc au Vietnam par l'armée américaine, et révoltée contre les horreurs de l'histoire. En rentrant chez elle, donc après ses cours, elle est mordue par Casanova, donc une femme vampire qui est jouée par Annabella Sciorra, qui l'entraîne, donc on vient de le voir, en bas de l'escalier. Avant de la mordre, Casanova demande à Kathleen de la repousser. Regarde-moi et dis-moi de partir. Ne demande rien, dis-le. Kathleen est terrorisée, elle ne répond pas clairement à cette injonction, comme d'ailleurs ensuite aucun des personnages qu'elle contaminera elle-même n'arrivera à la repousser clairement dans le film. Pourtant, chacun d'entre eux aura eu le choix, comme l'indique d'ailleurs la citation d'Abel Ferrara, que j'ai mis un peu en exergue de ces deux photogrammes. Tous ceux qui ont été mordus dans le film, on leur a donné le choix. Comment s'extirper de l'emprise du mal et échapper à ce qui finalement nous détruit? Kathleen est ainsi vampirisée, on pourrait dire, au début du film, par l'absence d'une volonté claire de rejeter le mal. Dans une dynamique trouble, qui associe évidemment la question de la répulsion-fascination par les images, on va y revenir, à la question sexuelle et à la tentation. Pour échapper au mal, on va le voir, comme dans toute histoire de vampire, Catherine devra, malgré elle, rentrer dans un processus de conversion. L'utilisation du noir et blanc, on l'a évoqué aussi hier à propos de Nadja, dans le film, évidemment reproduisant, on pourrait dire, le clair-obscur expressionniste, et bien sûr le prolongement esthétique de cette réflexion thématique, l'indétermination des personnages face, donc on pourrait dire, et leur dualité, face à cette question morale, est marquée par l'absorption du blanc par le noir, du jour par la nuit. Si sur ce point, évidemment, l'utilisation du vampirisme par Ferrara reste assez classique, le film met, disons, surtout en avant une interprétation quand même plus moderne du mythe. En effet, le vampirisme, qui apparaissait jadis comme un mal venu de l'extérieur, une forme de châtiment divin ou une sorte de manifestation des forces du démon, on voit ici tend plutôt à représenter métaphoriquement les maux de la société contemporaine, qui a perdu le sens du spirituel et qui s'enlise dans l'intolérance, la haine et la violence. Le film adopte ainsi un double niveau de lecture lié à la collaboration entre le réalisateur Abel Ferrara et son scénariste. Donc son scénariste s'appelle Nicolas Saint-John. Donc cette collaboration, c'est vraiment une collaboration à deux, c'est très important pour comprendre le film. Si pour Ferrara, le vampirisme est la métaphore de la dépendance, Nicolas Saint-John, qui lui est chrétien, y impulse sa vision du péché et de la rédemption. Et c'est un peu ces deux thématiques qui vont se déployer dans le film. Lorsque Kathleen visite une exposition sur les camps de la mort nazis au début du film, après sa transformation vampirique, Kathleen pense. On l'entend penser en voix off dans le film assez régulièrement. Je connais une moitié de la vérité, donc c'est elle qui se parle. Et c'est une moitié de plus que les autres. Le vieil adage de Santayana, alors là elle parle du philosophe hispano-américain George Santayana. Donc le vieil adage de Santayana ment en disant que si l'histoire ne nous apprend rien, on la répète. L'histoire n'existe pas. On est ce qu'on est pour l'éternité. Une seule question, qu'est-ce qui nous sauvera de répandre toujours plus le mal? Si le mal s'attaque au corps et à la psyché de Kathleen, il s'attaque donc aussi dans un processus analogique au corps social tout entier et donc à sa raison d'être. Comme le souligne Nicole Brenez, The Addiction élabore une synthèse historique. Le film offre en cinéma une sorte de bilan du XXe siècle. Le principe du vampirisme, schème figuratif particulièrement accueillant, il signifie successivement donc la guerre du Vietnam, le nazisme, la drogue, toutes les maladies contagieuses comme le sida, l'impérialisme américain et bien sûr la pauvreté. En ce qui concerne la prise en charge du mal moderne, on peut en effet envisager l'œuvre de Ferrara au titre d'une description de plus en plus argumentée du capitalisme comme catastrophe. Avant de mordre
Kathleen Casanova, vous l'avez vu, cite le chant 1 de l'enfer de Dante. Je me retrouvais dans une forêt obscure. Donc le chant introductif qui sert de préambule au poème. Dans ce récit, le poète Dante Alighieri raconte à la première personne son égarement spirituel. Il se représente dans une forêt obscure, allégorie du péché, dans laquelle il se retrouve parce qu'il a perdu la route droite, celle de la vertu. La constante association des personnages ferrariens avec des images religieuses, c'est aussi le cas ici, statue du Christ, peinture religieuse, objet de culte, ainsi que la dialectique constante du charnel et du spirituel qui se déploie dans ces films, assimile aussi le parcours de ces personnages à celui d'une sorte d'ange déchu qui cherche à apprivoiser les ténèbres et à retrouver le chemin de la lumière. The Addiction, selon les propos d'Abel Ferrara lui-même, aborde donc le problème de la dépendance qui se manifeste à travers notre fascination pour le mal et la violence, comme si cela coulait dans nos veines. Et c'est pour exprimer cette idée que l'auteur, et là il parle du scénariste Nicolas Saint-John, a choisi ce genre. Le point, disons, un peu central de la thématique ferrarienne, alors j'ai pas le temps de faire des comparaisons avec d'autres films de Ferrara, mais il y en aurait eu beaucoup à faire, évidemment. Mais donc le point fondamental de la thématique ferrarienne par rapport à la représentation du mal, c'est que celui-ci n'est généralement dans ces films que l'aboutissement d'un processus qui conduit l'individu ou le groupe à s'auto-détruire, à s'auto-consumer. Les personnages d'Abel Ferrara, hommes ou femmes, et là il n'y a vraiment pas de distinction, donc du bas lieutenant au personnage de Matthew Modine dans The Blackout en 1997, s'épuisent ainsi, on pourrait dire, à satisfaire en vain leur appétit de vivre et transfèrent généralement sur les autres cette faim dévoratrice. L'être chez Ferrara se tourmente et se dévore lui-même, tant qu'il ne se reconnaît pas responsable de ses propres échecs. Le vampirisme de Kathleen dans The Addiction exprime donc d'abord un problème d'adaptation à soi-même et ou au milieu social qui n'a pas été résolu. Elle est en fait psychologiquement rongée, dévorée. Si sa nature vampirique symbolise une aversion, donc sa nature vampirique symbolise une aversion des forces psychiques contre elle-même. Alors, en choisissant le cadre universitaire, le film de Ferrara s'intéresse aussi au rapport des personnages à la connaissance. Et donc, le film montre que la connaissance, le savoir, n'arrête en rien la transmission du mal. Ainsi, après avoir été vampirisée, Kathleen se promène dans une bibliothèque à la recherche d'une nouvelle victime. Et donc ça, c'est le texte en voix off. Elle parle des rangées de livres. Ça pue plus que dans un charnier. C'est un cimetière, des rangées de tombes, des épitaphes perverses. On est attiré comme des mouches. The Addiction pose ainsi la question faustienne de savoir si la connaissance permet de faire évoluer l'humanité vers le bonheur. Et il y répond relativement négativement. Savoir que les camps de concentration ont existé n'empêche pas les massacres de continuer à se perpétrer, comme cela a été le cas au Vietnam et ailleurs. Le mal continue à se propager malgré les leçons de l'histoire. Le propos du film rejoint ici, et la référence est assez évidente, avec justement la bibliothèque et puis des tas d'autres exemples, celui de Nuit et brouillard d'Alain Resnais et de sa voix off finale, alors je vous ai mis le texte intégral, qui de nous rêve de cet étrange observatoire pour nous prévenir de la venue des nouveaux bourreaux. Ont-ils vraiment un autre visage que le nôtre? Ferrara est aussi assez proche, je pense, des questionnements moraux de Dostoïevski dans Les Frères Karamazov. Alors là aussi, j'ai mis une citation qu'on pourrait résumer ainsi. Si Dieu n'existe pas, est-ce que tout est permis? Dans le film, il y a une scène de cannibalisme vampirique. Ça se passe après la soutenance de thèse de Kathleen, à la fin du film, pendant laquelle elle et tous ceux qu'elle a transformés en vampires se repaissent des invités. Cette scène exprime magnifiquement, je ne sais pas si le mot est juste, cette idée de transmission du mal d'une classe sociale à une autre, de l'individuel au collectif, par un processus de dévoration généralisée qui renvoie l'être humain,
fût-il un intellectuel, à son statut primitif et animal. Ensuite, son errance dans les rues recouvertes de sang, du sang de ses victimes, n'est qu'une image métaphorique de cette intemporalité, universalité du mal. Le sang jaillit, afflue, coule, donnant l'impression d'être inépuisable et de pouvoir se répandre partout. Expression en cela de ce que le monde est un gouffre qui a toujours soif, selon l'image baudelairienne. Au milieu du film, Kathleen rencontre un vampire masculin qui s'appelle Peina, qui est joué par Christopher Walken, un vampire ascète, qui fait d'ailleurs justement référence à Baudelaire, un personnage qui assume, lui, l'emprise de sa malédiction, et qui lui explique que le monde est un cimetière et que nous, les oiseaux de proie, il parle donc des vampires, on grignote les os. Nous sommes ceux qui avertissons les mourants que l'heure a sonné. Après sa rencontre avec Peina, qui lui parle de sevrage, Cathy se remet donc à l'écriture de sa thèse. Elle commence sa soutenance en expliquant la philosophie et propagande. Elle veut influencer l'objet, changer ses façons de voir. En fait, quel est l'impact du philosophe sur les égaux, transcendants ou autres? Peut-on avoir donc un monde à la fois libre et bon? Y a-t-il encore des forces capables de résister au mal? Le lendemain de sa rencontre avec Casanova, après une nuit très agitée, Kathleen suit un cours de philosophie sur la question du déterminisme. Le professeur s'appelle, qui est joué par Paul Calderon, et ce cours de philosophie, qui d'ailleurs, vous allez le voir, ressemble plus à un cours de théologie que de philosophie, explicite assez clairement la situation de Kathleen dans le film. Alors, qu'est-ce que dit le professeur dans ce cours? Avec le déterminisme, ceux qui ne sont pas en état de grâce ignorent qu'ils pêchent. Ils ne le soupçonnent pas. Le mal n'existant pas, ils n'ont pas de crise de conscience. Ils sont donc voués à l'enfer. Par conséquent, ils ne connaissent pas la métanoïa, la conversion. Seul le croyant a accès à la grâce. À ce moment-là, Kathleen, en pleine somatisation, sort du cours pour aller vomir aux toilettes. Le terme de métanoïa, associé dans le christianisme à une spiritualité souvent doloriste, peut se traduire par repentance ou pénitence. Ainsi, dans The Addiction, le statut vampirique, qui, comme nous l'avons évoqué, peut d'ailleurs s'étendre à de nombreux autres personnages de Ferrara, métaphorise la pénitence de Kathleen par laquelle elle acquiert la connaissance de son état pathologique, c'est-à-dire le mal dont elle est porteuse, afin d'entamer une marche vers sa propre délivrance. Dans un sens plus original, et tel qu'il est utilisé par l'enseignant dans le film, la métanoïa est donc une conversion à Dieu. Métanoïa signifie en effet au-delà de nous, au-delà de l'intellect, de notre raison rationnelle, et se rapporte à un mouvement de conversion ou de retournement par lequel l'homme s'ouvre à plus grand que lui-même, on pourrait dire en lui-même. Donc le parcours de Kathleen l'entraîne vers une révélation de sa part d'ombre, et cette révélation lui fait découvrir l'abîme qui la sépare, on pourrait dire, entre guillemets, de Dieu. Les choses ne sont pas aussi simples. Ça, c'est le scénario de Nicolas St. John, justement. Pour elle, cette révélation est insupportable, comme le montre d'ailleurs la crise de violence qui la saisit lorsqu'à la fin du film, elle croise un jeune croyant qui distribue des tracts à l'entrée de l'immeuble. Donc c'est le tract, on voit le photogramme ici qu'il veut lui donner, dans lequel, c'est le seul personnage dans le film qui refuse clairement de la suivre, qui lui dit non, et qui rejette donc cette injonction à la rejoindre. Plus Kathleen s'enfonce donc dans le mal, plus s'éclaire sa réalité intérieure et donc son désir de changement, c'est ce que le film montre. Et on pourrait dire que le cinéma d'Abel Ferrara est fortement travaillé par ce processus de personnages qui cherchent à sortir des illusions et de tout a priori, on pourrait dire, sur eux-mêmes. Ici, comme dans le Faust de Goethe, l'expérience du mal est nécessaire, on pourrait dire, à l'avènement du bien. L'expérience de la foi, telle que Kathleen la rencontre à la fin du film, et la reconnaissance de l'existence du mal et l'acceptation de sa propre culpabilité. Sa mort symbolique n'est donc que le prélude de sa renaissance. Alors, la scène finale de The Addiction est traitée comme dans Ordette de Carl Theodor Dreyer, donc je vous ai mis deux plans pour que vous voyez un petit peu les similitudes, par une montée lente de la lumière et un travail de symétrie dans le plan. Par cette image de lumière, Ferrara exorcise le temps et la mort, marquant ainsi la lutte de l'homme contre son destin,
Alors, il n'est évidemment pas anodin, mais là, il faudrait avoir un peu de temps pour développer les rapports entre les deux films, hein, que cette résurrection morale soit le fait d'un personnage féminin, hein, chez Ferrara, comme chez Dreyer. Alors, cependant, après cette montée de la lumière, Casanova, donc l'autre femme vampire, tente de retenir Kathleen dans sa sphère, puis un prêtre catholique se rend à son chevet. Kathleen reçoit le sacrement de l'Eucharistie et demande le pardon de Dieu. La scène finale est assez ambiguë. Pour Brad Stevens, cette ambiguïté ouvre d'ailleurs plutôt sur des questions que sur des réponses et rapproche J.A. Dixon de la tradition gothique, alors là c'est ce qu'il dit, hein, dans la lignée de Carmilla de Sheridan Le Fanu. Brad Stevens oppose aussi la vision chrétienne de Nicolas St. John, comme je le disais tout à l'heure, à la mise en scène d'Abel Ferrara, qui selon lui problématise la question du péché et exprime une ambivalence des thèmes religieux par l'absence de transcendance. Alors ce dernier point est tout de même un petit peu discutable. À la fin du film, effectivement, Kathleen meurt symboliquement et sa résurrection, donc on le voit ici, est associée, comme chez Dreyer, à une montée de la lumière. Son retour final au cimetière, lorsqu'elle dépose des fleurs sur sa propre tombe, montre la libération du personnage du mal inconscient qu'il a rongé, dans une sorte d'iconographie de la grâce divine. Et donc, le dernier plan du film est un panoramique ascendant, donc un panoramique qui monte vers le ciel, pour montrer donc ce plan de la statue du Christ sur la croix. Donc, si vous voulez, la mise en scène, elle est quand même construite, montée de la lumière, panoramique ascendant vers le ciel, pour justement quand même illustrer un peu la transcendance du scénario. Le scénariste Nicolas St. John explique ainsi la fin du film. C'est le vampire qui meurt en elle. Le vampire meurt, mais c'est uniquement la mauvaise partie qui est en Kathleen qui est détruite. C'est ce qu'on enterre à la fin. Une fois que le mal est détruit, la personne est libérée. Alors, j'ai quasiment terminé. Hein. Donc, concernant la question de l'anéantissement du mal, Ferrara, dans The Addiction, ne propose que des solutions individuelles, à travers des processus de conversion ou bien des gestes de grâce. Mais ce qui me semble le plus intéressant dans le film, dans ce film en particulier, mais dans d'autres, hein, comme dans The Blackout et dans Snake Eyes, où on va retrouver la même chose, c'est que le processus créatif lui-même, c'est-à-dire les images cinématographiques, est envisagé comme un processus métanoïaque, au sens où les images expriment dans le film, ou bien exposent à la vue, donc à la conscience des personnages à l'intérieur du film, mais aussi des spectateurs finalement qui regardent le film, des traces du réel envisagées comme une sorte d'expression, pour reprendre un terme d'Edgar Morin, anthropo-cosmomorphisée du mal, qui ronge les personnages. Les images, dans The Addiction, contaminent ainsi les personnages à l'intérieur même de la fiction, comme un virus qui se répand. Comme le souligne encore Nicole Brenez, The Addiction est un essai sur les effets psychiques des images, si puissantes qu'une fois représentées, elles délèguent des corps dans la fiction. Cathy, comme on l'a vu dans l'extrait, découvre des diapositives du massacre de My Lai. Son tourment intellectuel, qui est responsable, comment expier, se métamorphose immédiatement à la séquence suivante en vampirisation fabulée. Mais si les images ont un pouvoir apparemment négatif sur les personnages, en permettant une forme de transmission donc déterministe d'un mal inconscient, ces images sont aussi, comme dans les tentations de saint Antoine, des épreuves qui permettent de se guérir de l'obsession démoniaque au profit de son temps. Comme saint Antoine, Kathleen met ainsi, on pourrait dire, ses démons ou les démons au jour de sa conscience pour pouvoir les absorber, pour pouvoir les ingurgiter, afin de les réduire à l'impuissance. Toutefois, les tentations extérieures, pour reprendre le discours de l'enseignant, ne peuvent être vaincues qu'en s'agrandissant en grâce. Ça, c'est le discours du film. Disons que l'intellect n'y peut rien. Et le film est assez critique vis-à-vis de toutes les philosophies purement spéculatives. Le cinéma de Ferrara construit donc une dialectique complexe sur la puissance figurative des images, entre tentation et renonciation, avec un point de vue donc, qu'on pourrait
supposé plus religieux que politique, puisque comme dans le mythe de Faust, c'est la renonciation au désir qui conduit à la réalisation de soi, et cette renonciation, encore une fois, ne peut être qu'individuelle, jamais collective. Peut-être que cependant, c'est un peu mon idée, c'est la capacité du cinéma à rendre collective la projection de l'inconscient qui fabrique l'utopie d'une possibilité de transmutation commune du genre humain. Le cinéma agit donc ainsi chez Abel Ferrara, avec Abel Ferrara comme une sorte de miroir collectif dans lequel, pour reprendre la parabole des Corinthiens déjà citée, nous voyons, et de façon confuse, une glace darkly. La référence à Dreyer, je n'ai pas trop le temps de développer, est importante ici, car comme chez le cinéaste danois, le bonheur terrestre n'est pas une illusion, mais bien une volonté spirituelle, un accomplissement, une ouverture, qui peuvent être ressentis soit comme une aspiration naturelle à la vie, c'est exactement le même paradoxe que dans Ordette, hein, ça c'est le point de vue de Ferrara, soit comme la volonté même de Dieu. Ça c'est, disons, l'interprétation de Nicolas St. John, le scénariste. Au spectateur de choisir. Mais avec Abel Ferrara et Nicolas St. John, donc les deux ensemble, en tout cas, l'image retrouve cependant sa puissance de révélation. Voilà, je vous remercie. Merci.